l'un des restaurants franco-israéliens les plus en vogue de la capitale, célèbre pour ses plats de viande grillés et pour son environnement chaleureux. Tikkun Olam est le nouveau sujet gourmand de Alloger le Live. Et pour en parler, je suis avec les deux fondateurs, Elie Suissa et David Elkabas. Alors, comment ça va? Bah écoutez, super. Déjà super flatté d'entendre tout ça. Ouais, Et vous? j'ai bien travaillé. Moi, ça va super, toujours bien. Génial. Salut Roman. Alors, Tikkun Olam, c'est un nom qui ne laisse pas indifférent. Moi, j'ai toujours voulu savoir ce que ça voulait dire en français. Bah, Tikkun, c'est la réparation. Olam, c'est le monde. Chacun à sa hauteur peut amener une petite touche de réparation pour rendre le monde meilleur. Et c'est ce qu'on voulait faire à travers la restauration cachère. Alors, pendant le confinement, j'ai entendu dire que vous avez lancé un nouveau concept. Ça s'appelle Maison Beya. Un autre joli nom. Donc, le principe, c'est de livrer de la viande cachère d'exception. Vous pouvez m'en parler un petit peu? En vérité, c'est qu'en 2 syllabes, on a voulu apporter un nouveau concept. Donc c'est un peu l'idée du baby-boom du confinement. On s'est dit qu'est-ce qu'on va devenir en tant que restaurateur. On a été fermé pendant longtemps. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de demandes de personnes qui, pendant le confinement, nous ont demandé comment on peut faire pour avoir un tikkun olam à la maison, chez soi. C'est vrai, parce que Tikkun Olam ne livre pas. Alors, on livre, mais on s'est porté sur une carte qui pouvait être exportable. C'est-à-dire qu'avec notre four à Brest, c'était très compliqué de pouvoir apporter une entrecôte, quelle que soit la Braisé cuisson, à la domicile, c'est à impossible. domicile. Surtout qu'avec le froid, avec les conditionnements, etc., c'est quasi impossible pour avoir la même qualité. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas travailler sur un produit fini, qu'une ménagère ou que des personnes qui sont en vacances, parce que Maison Beya livre en France, mais livre aussi à l'étranger, que ce soit en Espagne, en Suisse, avec la Belgique aussi. Et donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas apporter un produit fini avec un procédé de cuisson à la ménagère ou au particulier qui aimerait se faire plaisir, avec les mêmes portions pensées pour le tikkun olam, mais chez soi. Alors du coup, le célèbre merguez que vous servez chez Tikkun Olam, on peut l'avoir par Maison Beya. Tout à fait. Et c'est un merguez qui, alors, on s'est engagé de cette réputation, mais pour le faire, je parle bien évidemment de la recette, Ouais. on a utilisé des moyens de tradition, de maison, depuis 30 ans d'expérience, pour essayer d'apporter à notre clientèle plutôt jeune, plutôt originale, une recette qu'on n'a pas l'habitude de voir. Meilleure, moins bonne, ça c'est à vous d'en juger. Il y a des épices, des arômes, vous ajoutez Tout à des fait. choses. Mais ça reste surtout sur un calibre naturel. C'est-à-dire que le boyau, c'est pas très esthétique qu'on va utiliser, Ouais. ça reste naturel. On va pas y mettre un colorant artificiel. On va rester, comme on découpe pas mal de viande avec notre restaurant, on va rester sur des matières qui restent naturelles. Donc en soi, voilà, c'est les réussites de notre merguez. Ça fait de ce produit quelque chose d'unique. Alors moi j'ai une question. Pourquoi vous avez choisi de lancer donc ce concept sous un nom différent de Tikkun Olam qui est déjà très célèbre? Pourquoi Maison Beya? Pourquoi pas directement Tikkun Olam? Tout à fait. Pour rendre hommage à certaines mystiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Beya, en 2 syllabes, ça représente beaucoup pour nous. C'est-à-dire D'accord. qu'en soi, chaque nom qu'on va essayer de rechercher, ça a une valeur bien évidemment kabbalistique, mais en dehors de tout ça, il y a une espèce de profondeur qu'on essaye d'apporter à chaque ouverture de concept. C'est une espèce de force spirituelle et surnaturelle. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que si ça nous porte chance dans notre activité, c'est pas pour rien. David, raconte-moi comment ça se passe une journée au Tikkun Olam. Journée type. Déjà, ça commence très tôt. Bon, une journée au Tikkun, ça peut être très long à raconter, donc on va essayer de la faire courte. Ça commence à 8h du matin, parce qu'il faut savoir qu'au Tikkun, l'intégralité de ce qu'on fait, c'est frais. Donc, que ce soit les légumes, la viande, tout arrive à 8h du matin. Donc, ça commence par un petit service du midi qui est plus avec des hommes d'affaires. Donc, c'est un petit peu plus calme le midi, on ne va pas s'éterniser. Vient l'équipe du soir, les grands acteurs de la nuit, qui arrivent à peu près vers 17h, qui font tout ce qui est mis en place, serpillère et tout, parce que tout le monde sait que je suis un grand maniaque de mon restaurant. Très important pour moi, tout ce qui est propreté, toilettes, tout ça. Là, c'est la base. Il y a le petit briefing autour du repas du personnel. La grande tradition du Tikkun Olam, que même les clients connaissent pour ceux qui arrivent en avance souvent. Le petit shot du personnel, sur lequel... Le personnel boit avant son service? Très important. Oh. Très important. Mais c'est pas bien important. ça. Ouais, je sais, mais bon, c'est quelque chose que j'ai instauré pour... Pour les détendre. Ouais, pour qu'ils comprennent qu'ils sont pas alarmés, que avec nous, on est quand même deux patrons très jeunes, donc c'était très important d'avoir cette image de famille et d'amour, comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est ça qui est très important et que je pense que les gens soulignent à travers le super service qu'on a chez Tikkun Olam. Alors toi, donc Elie, c'est le sujet de la viande, c'est avec toi. On parle beaucoup de la viande de Tikkun Olam. Elle est très bonne, elle est cuite d'une façon
très original. Qu'est-ce qui fait sa force par rapport à d'autres restaurants cachers? Alors, on va pas se comparer à d'autres restaurants cachers, on va juste parler de la viande cachère Mhm. en soi. C'est parce qu'on est limité à un certain nombre de races par rapport aux non cachères. Donc, en fait, nous, on essaye d'améliorer une race qui est permise de la meilleure façon qui soit. Donc, je me suis évidemment rapproché de personnes de la profession. J'avais évidemment un entourage assez propice, hein, parce que ma famille provient de la célèbre boucherie cachère, mais en soi, je me suis aussi rapproché d'intervenants qui travaillaient la viande non cachère, pour avoir vraiment cette différence de travail sur la viande. Donc toute la viande provient de France aujourd'hui, actuellement. Aujourd'hui, toute notre viande provient de France, Made in France. made in France. Bon, mon assos, il adore l'histoire, mais par-dessus tout, la viande, elle est bonne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que non, déjà, il y a un énorme travail qui fait en amont sur la viande, que ce soit sur la réception, la maturation. Nous, aujourd'hui, on prend le soin de choisir nos trains de bœuf. Enfin, Ellie prend le soin de choisir ses trains de bœuf, de les faire maturer. Donc, ça prend du temps Quand d'avoir tu un dis roulement. maturer, c'est-à-dire? Alors, un roulement de maturation, donc sur de la viande cachère, lui, il pourra vous le dire, mais on est à peu près sur quoi? 10, 12? Alors Voilà. qu'en temps général, dans une boucherie non cachère, une maturation, ça peut aller jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Ah oui. Nous, comme C'est l'effet dans le corrosif du procédé sel qui- on cachérise, on enlève le sel, comme la viande elle est déjà un petit peu asséchée, on ne peut pas aller au-delà de 10 ou 12 jours. On parle de partage. Au niveau des plats, vous, c'est un peu la viande qui vous a fait connaître. Donc, j'ai entendu dire que vous serviez d'un charbon écologique pour faire cuire la viande. C'est pour ça qu'elle est aussi bonne? C'est quoi exactement? Alors c'est peut-être pas pour ça qu'elle est aussi bonne, mais en tout cas, il était très important que ce soit ni toxique ni nocif pour les gens. Oui. Et en plus de ça, le fait que ce charbon ait une échange de plus de 10 ou 20 ans de recherche fait que la saisie sur la viande est vachement meilleure et par-dessus tout, ni toxique, ni nocif, que ce soit pour l'extraction de fumée, que pour le grilladin qui l'a fait cuire, que pour la personne qui va la manger à outrance. Alors, sur les réseaux sociaux, donc, j'ai vu que vous étiez très actifs. Vous faites donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des vidéos très sympas, mais aussi des vidéos plus sérieuses avec des associations bénévoles. Silence des Justes, Au cœur de la bonté. Pour commencer, déjà, ça a un côté un petit peu personnel avec le silence des justes, déjà pour commencer, parce Ouais. que Ellie et moi, ayant fait les colonies de vacances Mhm. étant jeunes Top Gun, donc on a vachement baigné dedans. Bon, là, je mets un petit côté personnel, mais nous, on a toujours été, même ma mère, on a toujours été famille d'accueil, on a toujours été dans le social. Et quand on a ouvert le resto, on s'est dit que Bon samaritain. ouais, non, pas en bon samaritain, mais pour rendre un petit peu l'appareil de tous les bons moments qui nous avaient fait vivre quand on était jeunes, que ce soit en colo avec les enfants autistes, on allait mettre à disposition notre restaurant. Et par-dessus tout, vraiment par-dessus tout, c'est à nous qu'on fait plaisir parce que le vendredi, c'est Ellie et moi. Ellie, toi, t'as un frère qui est aussi dans le... Tout à fait. qui est connu, Steve Suissa. Tout à fait. Bon, bah, Steve, on t'embrasse. Moi, en tout cas, j'adore son travail. bisous, Steve. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022, David, Ellie? Plein de choses. Au-delà de la réussite, le plus important pour nous, c'est la santé et le bonheur et que les gens continuent à venir au Tikkun Olam et passer des super moments. Bah voilà, en fait, vous cuisinez à merveille, vous êtes sympa, On répare le monde vous de aidez façon les autres. différente. Lui, il utilise la culture, on utilise la cuisine. Vous On deux essaye- ensemble, vous formez quelque chose de on très essaye fort. de réparer le monde à travers des champs qui sont complètement différents. C'était Tikkun Olam pour Alloger le live. À très bientôt. Agent d'influenceur, chroniqueuse, présentatrice d'émissions et auteur, Magali Berda est ma nouvelle invitée sur le plateau d'Alloger le live. Comment ça va, Magali? Ben ça va et vous? On a eu très envie de t'inviter sur ce plateau car pour nous, tu reflètes vraiment la réussite dans la communauté. On a envie de tout savoir, à la fois comment tu t'es imposée dans un nouveau business qui n'existait pas il y a encore 10 ans et du coup tes projets à venir. Alors, même si on ne te présente plus aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ont envie de savoir comment tu as commencé. Jazz est la première candidate de télé-réalité dont tu t'es occupée. C'est le premier contrat que tu as décroché. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur cette rencontre? Bien sûr. Alors, merci déjà pour ces compliments. Jazz, je l'ai rencontré à une époque où j'étais sur Nice dans les assurances, donc une époque pas forcément sympathique de ma vie. Et puis, on traînait ensemble. C'est une employée à moi qui me l'avait présenté. Et puis, du coup, on s'est retrouvés comme ça et on passait nos journées ensemble à rire, à essayer de se changer un peu les idées, tant elle que moi. Et puis, je lui ai négocié un contrat, puisqu'elle me disait qu'elle avait rendez-vous pour des contrats, etc. Elle ne savait pas trop. Enfin, ils n'étaient pas forcément encadrés. Et du coup, je lui ai négocié un contrat. Et puis, quand elle a vu ce que j'avais fait, elle m'a dit est-ce que tu peux t'occuper de moi? Et la première chose qui m'a surprise, c'est que en fait, ces jeunes n'étaient pas du tout encadrés et qu'il n'y avait absolument personne qui s'occupait d'eux. Alors que moi, dans mon petit œil du Sud, je me disais que forcément, les gens qui faisaient de la télé étaient encadrés, entourés, etc. Et ce qui n'est pas forcément le cas.
Alors, en 2017, tu crées donc Shona Evans, Oui. qui est aujourd'hui la principale agence de communication et marketing social en France. Tu t'occupes de gérer la carrière des influenceurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens qui t'entouraient à l'époque et qui continuent de t'entourer étaient enthousiastes ou plutôt sceptiques, sachant que ce métier n'existait pas encore ou n'était pas vraiment bien encadré et que les candidats de télé-réalité n'avaient pas encore une très bonne image? Bah, en fait, les gens comprenaient pas ce que je faisais, mais je pense que même moi, je comprenais pas ce que je faisais, donc c'est pas très grave. Et puis, tout le monde me disait, mais tu fais n'importe quoi, là, tu vas dans un domaine dans lequel tu n'existes pas, très clairement, et dans lequel j'avais aucune connaissance. Et en fait, ouais, on me disait, mais t'es déjà assez dans la merde comme ça pour te lancer dans un truc qui n'a aucun rapport avec ce que tu fais et qui tu es, quoi. D'accord. Mais tu as cru et tu t'es quand même lancé. Ah ouais, moi j'y suis allée quand même. Hein. Je voyais que ça marchait, donc je me posais pas trop de questions. Puis surtout, ça m'occupait, ça me changeait les idées et ça m'évitait de tomber dans une autre dépression de l'autre côté. Donc je me disais, si ça me fait du bien, pourquoi? Enfin, j'écoute personne. De toute façon, j'écoute personne alors. T'as raison. Voilà. Pour les vedettes des réseaux sociaux comme Nabila, Maëva Ghanem, tu représentes une amie, une sœur, une mère. C'est quoi le secret de votre si bonne entente? Je pense que le secret de notre bonne entente, c'est ma manière de les comprendre et de les encadrer et d'essayer d'être là pour elles et de les suivre, quoi. C'est-à-dire de pas les juger, de pas faire comme les autres font. Et puis je pense que dû à ma vie et mon expérience, je suis plus tolérante et compréhensive que d'autres personnes, peut-être. Est-ce que tu as un bon souvenir à nous raconter lors d'une collab entre une marque et un candidat de télé-réalité? J'en ai beaucoup, forcément, parce que c'est tous les jours. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est un entrepreneur qui avait lancé une brosse lissante et qui me prenait Jessica. C'était au tout début. Ouais. Et au bout de quelques mois, il m'avait appelé. Non, il m'avait marqué un message WhatsApp en me disant que grâce à nous, il avait réussi à acheter son camion, qu'il avait réussi à développer sa société, qu'il avait transformé son auto-entreprise en SAS, etc. Et qu'il nous remerciait et tout. Et je l'ai trouvé tellement touchant. C'était le début, donc je me suis dit, putain... Il a réussi à créer des emplois aussi. Ouais, grave. C'était bien. D'accord. Alors aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes aimeraient exercer le métier d'influenceur. Comment il faut faire du coup pour intégrer Shona Evans aujourd'hui? Est-ce qu'il faut avoir un nombre d'abonnés Instagram important, être passé à la télévision? Comment il faut faire? Alors, c'est pas forcément la télévision, c'est surtout l'engagement de la communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire les influenceurs, ça change très vite. C'est-à-dire que c'est un milieu et un business qui évolue très vite. Et ce qui compte, c'est pas si j'ai 1 million de followers. Peut-être qu'une personne qui va en avoir 150 000 sera plus bankable, entre guillemets, qu'une qui a 1 million de followers. D'accord. Donc, ça dépend de l'engagement, en fait, la communauté qui réagit. Voilà. Alors, certains influenceurs se sont lancés aussi dans un autre business. Je peux donner l'exemple de Thibaut Garcia, qui a lancé sa marque de produits de blanchiment dentaire et de vêtements incorrects. Est-ce que toi aussi, tu as déjà pensé à te lancer en parallèle de ton agence dans des activités plus traditionnelles? Oui, bien sûr, j'en ai déjà. Après, c'est moins ma passion, c'est des business sur lesquels je ne m'étale pas forcément parce que c'est vraiment de l'investissement pur ou c'est peut-être... voilà, mais ce qui me passionne, moi, c'est ce métier que je fais là aujourd'hui. Donc, voilà, je ne m'y étale pas forcément sur le reste. Alors, il y a 2 ans à peu près, tu parlais de conquérir le marché américain. Enfin, moi, j'ai entendu dans une interview. Tu en es où aujourd'hui par rapport à ça? Alors, les États-Unis, ça y est, on travaille avec... on a certaines influenceuses sur place. D'accord. On fait des partenariats avec des agences parce que le métier d'influence existait déjà aux États-Unis. Donc, forcément, là-bas, il y a déjà tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Ils n'ont pas attendu Magali Berda pour venir s'installer. Donc, on est en collab avec certaines agences quand on a besoin de faire des influenceuses américaines. En 2017, tu fais tes premiers pas en tant que chroniqueuse sur TPMP. Aujourd'hui, tu animes la 9e saison des Princes et des Princesses de l'amour sur W9. Comment tu vis cette expérience dans le monde de la télé? C'est un métier qui te plaît aussi, animatrice? Oui, TPMP, je le fais depuis 4 ans maintenant, donc forcément, c'est un exercice qui me plaît. Et puis, c'est une équipe que j'adore. Aujourd'hui, je m'entends super bien avec tout le monde. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime parce qu'on débat, on fait des débats, donc c'est ça qui m'intéresse, voilà. Donc puis on peut avoir un peu ce côté porte-parole de la télé-réalité, c'est pas plus mal parce que Cyril a été le premier à quelque part donner la parole aussi à des représentants comme moi de télé-réalité. Et puis les Princes, ça fait maintenant je crois que là, ça fait ma troisième saison. Et j'adore aussi. Moi, j'adore faire de la télé, hein, je m'en cache pas. Ouais, tu prends beaucoup de plaisir. Ah ouais, c'est un kiff pour moi. En tant que femme juive, femme entrepreneuse, et quand même pas mal critiquée sur les réseaux sociaux, enfin, il y a eu pas mal de controverses, comment on se sent quand les magazines les plus influents du monde, comme Forbes, Le Monde, Vanity Fair, nous dressent un super portrait dans leur magazine? C'est un petit peu, si je peux me permettre vulgairement,
mon fuck On est là pour ça. Voilà, parce que ça, c'est crédible et c'est des beaux articles et puis vrai. c'est des beaux magazines. Le Monde, c'est vrai que quand ils m'ont appelé la ministre des réseaux sociaux ou des trucs comme ça me fait plaisir. L'article dans Vanity Fair qui a été fait par Constance d'Auvergne était magnifique aussi. Incroyable. Je l'ai trouvé très bien fait, très bien écrit. Et puis les 40, en fait, ils m'ont mis dans les 40 femmes influentes de l'année dans Forbes. Bah, c'est un kiff, je vais pas mentir, c'est canon. Voilà, c'est ma petite réponse aux gens qui parlent pour rien et qui savent pas de quoi ils parlent et qui jugent les gens sans trop savoir de quoi ils parlent, quoi. Alors, j'avoue que pour préparer ton interview, j'ai lu ton livre. D'accord. Donc, Ma vie en réalité, où tu te dévoiles et qui s'arrête au moment de l'essor de Shona Evans. Oui. Du coup, j'en profite pour le conseiller à nos téléspectateurs. 4 ans après, j'imagine que beaucoup de choses se sont passées dans ta vie. Est-ce que tu as prévu d'écrire une suite à Je suis en écriture. Ma vie en réalité? Il y aura une suite? Ouais, je suis en écriture là avec Flammarion. J'ai signé chez Flammarion. On a un livre qui va sortir, je pense, vers mars-avril. D'accord. Et qui va s'appeler Oser. Voilà. Donc, c'est pas trop la suite de Ma vie en réalité, parce que Ma vie en réalité, c'est plutôt une histoire autobiographique. C'est un livre autobiographique. Je le ferai peut-être dans 10 ans. Mais c'est plutôt des thèmes, en fait, pour encourager les gens à oser faire certaines choses. Et je vais m'appuyer de certaines histoires et de certains faits de ma vie et de mon histoire, quoi. D'accord. Alors, moi, je te suis pas mal sur Instagram. Tu postes beaucoup de stories tout au long de la journée. Tu as aujourd'hui plus de 930 000 followers. Est-ce que tu n'aurais pas basculé aussi du côté client de ton agence? Oui, je suis influenceuse aussi. J'ai un contrat avec ma propre agence. C'est génial. Ah, d'accord, on ne savait pas. Ouais, j'ai un contrat avec ma propre agence. C'est bien. Bah, en fait, moi, j'ai développé ce métier. Donc, après, j'estime que j'ai le droit de le faire. La légitimité. Comme, par exemple, vous avez des gens qui sont devant et derrière. Pour ceux qui critiquent, qui disent, mais elle est devant et derrière. Mais Cyril aussi est devant et derrière. Il est producteur et il est aussi à l'antenne. Mais toi, ça te permet de vraiment bien ça me permet connaître le déjà métier. de comprendre mes influenceurs, enfin mes influenceuses et mes influenceurs. Ça me permet de savoir de quoi je parle. Bon, Voilà. en tout cas, tu le fais très bien. Merci. Du côté de ton actu, il s'est passé quand même pas mal de choses, notamment avec l'Élysée. Donc, du coup, je vais revenir là-dessus. Tu as emmené 5 de tes influenceuses pour rencontrer Marlène Schiappa. Le but était d'échanger au sujet des violences faites aux femmes, aux hommes en France. Où en est le projet? Est-ce que tu veux toujours créer ce ministère? Le ministère des réseaux sociaux? Oui. Bah oui, bien sûr. Alors là, c'est les vacances de Noël, jour de l'an, il n'y a personne. Mais je suis toujours en contact avec le cabinet de Marlène Schiappa. Je suis aussi en contact avec le cabinet d'Elisabeth Moreno. Enfin bon, je suis en contact avec pas mal de monde. Après, peut-être qu'ils vont le développer, pas le développer, j'en sais rien. Mais quand on voit que les réseaux sociaux sont on va dire, le canal de communication numéro 1 dans le monde et à quel point ça touche tout le monde, justement, je trouve ça pas bien de pas s'en occuper un peu plus. Alors, ils me disent qu'il y a un ministère, je sais même plus lequel, mais en fait, il est numérique. Ça, ouais, peut-être ça ou rien, c'est pareil pour moi. Ouais, c'est vrai. Parce que moi qui travaille dans les réseaux sociaux, je me sens pas du tout encadrée par aucun ministère. Donc, il faudrait qu'ils s'y penchent, ouais. Pourquoi les gens en France, ils ont encore autant de mépris quand même pour la télé-réalité, alors que c'est quand même un monde qui a évolué, ils ont fait leurs preuves, ça demande pas mal de travail. Bah parce que je pense que les gens en France vivent dans des codes et qu'il faut être politiquement correct parce que c'est important de se faire bien voir, c'est important de bien parler, de défendre les causes qui sont uniquement politiquement correctes. Et il y a des gens qui le font très bien. Finalement, les gens, la télé-réalité, ils voulaient pas en entendre parler il y a 4 ans, 5 ans, tout le monde les méprisait. Maintenant qu'ils savent qu'ils sont bankable, il y a je ne sais combien d'agences qui se sont montées, financées par des grands producteurs aussi. Ça fait partie de notre société aujourd'hui. On en parle à la télé aujourd'hui parce que ça fait de l'audience, donc forcément on en parle. On sait quand on parle de télé-réalité. C'est comme moi aujourd'hui, une directrice d'agence avec autant de followers. Enfin, c'est bizarre, mais comme je suis liée au monde de la télé-réalité, ça attire du monde. C'est ça. Donc en fait, la télé-réalité est méprisée, mais à la fois très demandée, très regardée. Donc faut savoir l'accepter, quoi. J'ai entendu dire que tu allais créer ta propre chaîne sur YouTube dans laquelle tu allais aborder 4 thèmes. Ça va être quoi? Alors, en fait, je veux créer une chaîne En fait, c'est juste pour me faire kiffer moi. C'est juste pour mettre ce que j'ai envie de mettre. Donc, je vais parler de l'influence. Donc, je vais faire des émissions avec des influenceurs, etc. Je vais parler de causes sociétales. Donc, tout ce qui est harcèlement, les violences... le handicap, l'antisémitisme, le racisme, enfin toutes ces causes-là qui sont importantes aujourd'hui. Ensuite, je vais faire de la politique. Donc, je vais parler de la politique, où je vais essayer d'interviewer et d'avoir des échanges avec des hommes politiques pour pouvoir la rendre un peu plus accessible et la vulgariser, on va dire, pour que les gens comprennent la politique. Parce que le problème aujourd'hui en France, c'est que les hommes politiques parlent avec un dialogue qu'on ne comprend pas. Du coup, personne ne vote. Mon 4e thème, c'est l'économie. Voilà. D'accord. C'est parler d'entrepreneuriat, d'essayer d'aider des gens, de les guider, de leur donner du coaching, enfin de leur faire des coachings, etc. Alors, le 9 janvier, j'ai vu que tu allais participer au gala Le Cœur des Mamans. Ah oui.
une association qui aide les familles en détresse. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais exactement avec eux? Eh ben, je vais être présente. Ils m'ont demandé de venir. Il y a Kenji aussi qui sera sur place. Et donc, j'ai dit oui, avec plaisir. Je viens. Donc, je vais assister au gala. Et si ça peut ramener du monde ou si ça peut aider, on va essayer d'aider ces familles. Eh ben, c'est super. Magali, tu as interviewé sur une web TV de la communauté juive. Je voulais savoir quel est ton engagement avec la communauté aujourd'hui? J'ai un engagement assez fort avec la communauté parce que déjà je suis juive et je le revendique, donc j'ai pas de souci là-dessus moi, et je l'assume totalement. Et ça nous a posé d'ailleurs beaucoup de problèmes avec mes filles, qui est là, ma fille Victoria, mais ça a attisé des beaucoup de menaces, c'est assez violent ce qui se passe en France, donc c'est sûr. Voilà, donc moi j'ai pas de problème avec ma religion, j'ai pas de problème à l'assumer, donc je suis assez impliquée, voilà. Alors, tu manges kasher, j'imagine? Je mangeais strictement kasher puisque mon ex-mari était très, très, très religieux. Donc, effectivement, mes filles mangent strictement kasher et moi, je mange un petit peu moins strictement kasher. Voilà. Bon. Mais on a maintenant 2 frigos à la maison, un frigo kasher, un frigo pas kasher parce que sinon ma fille Shona me massacre. Et moi, je suis hyper croyante. Je préfère être comme je suis et essayer d'être meilleure au fond de moi. Et parce que le jour où on va tous arriver en haut, on aura des comptes à rendre. Donc, du coup, je voulais savoir, c'est quoi tes restaurants kasher préférés? Ah là là, c'était un peu pour ça que je voulais te poser la question. À Paris, j'ai le Bozen. Bozen? Ah ouais, Bozen, grande dédicace. Je les aime trop, ils sont trop gentils. Après, j'ai Cozy Fresh aussi, il est trop gentil. Oui, j'ai vu dans ta story. Rudy, qu'est-ce qu'il est gentil, il fait des trucs trop bons. Après, il y a Tikkun Olam aussi, j'adore. Ah, le bazar, j'ai mangé une fois, la dernière fois, très bon, très sympa. René Gabin? Ouais, René Gabin aussi, évidemment. Elle m'a envoyé un truc pour Shabbat, elle m'a fait kiffer. Moi, je leur fais de la pub à chaque fois. Ouais. Ils sont sympas tous. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'était mes questions. Okay. J'espère que tu as passé quand même un bon moment. Très bon. En tout cas, merci d'être venu. Avec plaisir. Voilà, vous pouvez retrouver prochainement cette interview sur tous nos réseaux sociaux. YouTube, likez, mettez un pouce bleu. Instagram, Facebook, Allogie le live. Merci Magali. Merci.